Et justement, pour avec qui? Si on fait un projet, qu'on décide un projet pour quelqu'un d'autre, eh bien, il ne faudra pas s'étonner que ce quelqu'un d'autre n'adhère pas forcément. Or, dans les entreprises, c'est très fréquent. Dans les institutions, c'est très fréquent. Voilà. À un certain niveau de décision, eh bien, une institution a décidé de tel projet. Et maintenant, eh bien, aux gens sur le terrain de le prendre, de l'accepter, voilà. Et pourquoi pas même de dire merci. Je force un peu le trait, mais c'est quand même souvent comme ça que ça se passe. Prenons par exemple le secteur social. Voilà. On a des super projets, et on y met beaucoup de valeurs dedans, de belles valeurs humaines souvent, etc. Mais souvent, on a oublié que ces projets, bien, ce sont des projets qui sont nos projections à nous, professionnels, sur d'autres qui sont des bénéficiaires, qui, du coup, sont présupposés comme n'étant pas capables d'être mis à contribution dans la définition du projet. Donc, on leur impose un projet, mais bien sûr, c'est pour leur bien. Et après, on s'étonne que ça ne fonctionne pas. On peut se demander pourquoi un jeune met autant de mauvaise volonté à rentrer dans les clous, à adhérer à un projet, alors que c'est pour son bien. Et il doit vraiment être bouché pour que, malgré tous nos efforts, il ne comprenne pas que c'est pour son bien. Et ça, c'est typiquement une source de frustration pour les professionnels dans le travail social, par exemple, mais dans tellement d'autres domaines, et notamment dans les entreprises, les petites, les grandes et ailleurs. Comment se fait-il qu'ils mettent autant de mauvaise volonté? Mais pourquoi ils mettraient de la bonne volonté? Ce n'est pas son projet, ce n'est pas sa vision. Il ne sait pas comment s'y retrouver. Ce n'est pas son projet, c'est une contrainte. Parce que des personnes extérieures à lui, avec une vision différente de la sienne, avec une logique qui leur est propre, viennent lui dire, voilà, eh bien ça va devenir ta vision, ta logique, et en plus c'est ton avenir. Il y a de fortes chances qu'une personne, je fais exprès de forcer un peu le propos, mais qu'une personne normalement constituée cherche à prendre la fuite, cherche à saboter le travail qui est fait. Je sais que ça peut être dur à entendre pour des porteurs de projets dans des entreprises ou dans le secteur social, surtout quand les personnes mettent vraiment du cœur dans ce qu'elles font, et c'est la plupart du temps le cas. Mais si on se place du point de vue du bénéficiaire, eh bien, pour lui, il voit arriver des gens remplis de bonnes intentions, mais qui ont décidé des choses sans lui, avec une vision qui n'est pas la sienne, et qui veulent lui imposer un processus, qui veulent lui imposer une démarche. Il le vit comme ça. Il a peut-être tort, parce que peut-être qu'il est en train de se priver de choses très belles qui vont lui rendre un service fou. Oui, mais de son point de vue, il n'est pas capable de comprendre ça. Alors il y a aussi des dispositifs dans lesquels l'intérêt du bénéficiaire a été complètement oublié. Il y a eu des dérives ces dernières années sur le secteur de l'insertion sociale et professionnelle, par exemple, qui sont graves parce qu'on passe plus de temps à faire du reporting institutionnel qu'à vraiment accompagner les gens. On cherche plus à placer des gens pour des statistiques qu'à vraiment s'intéresser à eux. Ça, c'est une dérive très claire dans le secteur de l'insertion. Mais il y a aussi beaucoup de projets qui sont des projets qui sont vraiment inspirés par le fait d'aider les personnes à avancer, à s'en sortir, etc. Voilà. Mais un des ingrédients méthodologiques pour que ça puisse marcher, ça va être de trouver un moyen ou des moyens pour que les personnes, les bénéficiaires, puissent s'y retrouver. Voilà. Comment faire en sorte qu'ils acceptent le projet? Ce n'est pas simplement en leur disant « il faut que tu acceptes ». Ce n'est pas simplement en leur disant « c'est pour ton bien ». Non, c'est en trouvant comment ils vont s'y retrouver. C'est-à-dire comment ils vont pouvoir faire le lien entre le projet et leurs propres besoins. Si un jeune a besoin de reconnaissance, alors il adhérera au projet s'il sent que ce projet va lui apporter de la reconnaissance. S'il sent que la personne qui veut l'accompagner vers ce projet, lui-même, lui donne de la reconnaissance et du respect. Voilà, à ce moment-là, il va bien vouloir entendre ce professionnel, cet interlocuteur. Voilà. Et ensuite, s'il voit que dans le projet, il va pouvoir, de son point de vue, trouver des réponses à ses besoins, alors à ce moment-là, il va faire évoluer ce point de vue et il va pouvoir intégrer dans sa vision à lui, bénéficiaire, les ingrédients, certains ingrédients de ce projet, suffisamment pour pouvoir y adhérer. Voilà. S'il ne s'y retrouve pas, on aura la chose classique qu'on appelle de la résistance. On appelle ça de la résistance au changement, toutes les grandes organisations savent ça, beaucoup de consultants
parle de résistance au changement. Voilà. En fait, ce n'est qu'une réaction légitime et tout à fait saine au fait qu'une personne, une personne qui a un cerveau, n'a pas à accepter des choses extérieures à elle, comme une profession de foi, comme si c'était normal que les idées des autres viennent remplacer les siennes, viennent s'installer dans son cerveau. Voilà. On ne doit pas avoir un système cognitif poreux à ce point, ce n'est pas sain. Et donc, c'est ça qui fait que des personnes, eh bien, parfois, se sentent fermées à certaines idées, à certains projets, malgré la beauté de ces idées ou de ces projets. Donc, on a besoin de trouver comment faire le lien. Voilà, comment faire le lien entre le projet et les besoins. Mais pas nous faire le lien, comment aider les personnes à ce qu'elles puissent faire ce lien. Et là, on va trouver des motivations, de la motivation. Souvent, dans le contexte scolaire, par exemple, on a lu ou vu ou entendu des remarques qui étaient écrites sur les bulletins scolaires. Cet enfant n'est pas motivé. Eh bien ça, c'est une erreur. Simplement, tous les enfants sont potentiellement motivés. Simplement, on n'a pas encore fait le lien entre la matière, les mathématiques, l'anglais, la géographie, l'instruction civique et les besoins. Comment être motivé par quelque chose? C'est quoi la motivation? C'est quelque chose qui est en lien direct avec nos besoins. Un organisme vivant, donc un être humain, il a besoin de s'organiser. Pour s'organiser, il a besoin de remplir certaines fonctions. Ces fonctions, ce sont ses besoins. Et il a besoin de nourrir ses besoins. Peut-être que la phrase a l'air idiote comme ça, mais manifestement, elle ne l'est pas tant que ça, parce que cette idée simplissime n'est pas appliquée dans tellement d'actions, dans nos systèmes, entreprises, sociaux et autres. Voilà. Donc, pour être motivé, qui que ce soit a besoin de trouver des liens entre ses besoins, donc les fonctions qu'il a à remplir pour être intègre, pour exister, pour vivre, pour que son cœur batte et que son cerveau fonctionne normalement. Il a besoin de nourrir ses besoins. Et il a tellement besoin de nourrir ses besoins que pour cela, eh bien, il doit mettre la priorité à ce qu'il perçoit comme nourrissant ses besoins. Et ce qu'il ne perçoit pas comme nourrissant ses besoins, eh bien c'est légitime de chercher à l'écarter. Et si ça lui est imposé, eh bien c'est légitime de chercher à y résister. C'est d'ailleurs l'essence de la résistance, telle qu'on l'a écrite avec un R majuscule pendant la Seconde Guerre mondiale et après. Voilà, c'est le même phénomène. Il y a des choses, bien sûr, d'un point de vue cognitif, et on peut rajouter beaucoup d'autres ingrédients autour, mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal qu'un organisme à qui on impose quelque chose, qui sent qu'on lui impose quelque chose, et que ce quelque chose ne correspond pas à la nourriture, au fait de nourrir ses propres besoins, eh bien, au mieux, c'est une perte de temps. Au pire, c'est une violation de ses propres besoins, parce que pendant qu'on lui imposera cette chose-là, eh bien, il ne pourra pas se consacrer à la réponse à ses propres besoins. Peut-être qu'il se trompe, mais de son propre point de vue, eh bien, ses besoins ne sont pas nourris, et cette chose qu'on lui impose est concurrente, vient entrer en concurrence avec ses efforts pour nourrir ses besoins. Imaginons un jeune qui a besoin, qui sent le besoin impérieux de trouver du respect, de la reconnaissance autour de lui. Et il fait son possible, et il hausse la voix, et il veut montrer à ses potes qu'il est plus fort qu'eux en les tabassant en cas de besoin, si jamais ils ne comprennent pas qu'il mérite du respect. Il va chercher à montrer que il sait qu'il est plus malin, etc. Il va chercher à montrer qu'on ne lui fait pas la leçon facilement, etc. Voilà. Il cherche simplement d'une manière peut-être maladroite, mais il cherche à montrer qu'il existe et qu'il a de la valeur, qu'il a de l'importance, que son point de vue, que son existence mérite d'être pris en compte. Voilà. Il va mettre des efforts vers ce besoin qui est de nourrir sa reconnaissance. Parce que si on n'a pas de reconnaissance, et ça c'est un besoin que à peu près tout le monde a, si on n'a pas de reconnaissance, on se demande ce qu'on fait là. On demande si quelqu'un nous a remarqué, on demande si on aura la légitimité de simplement ouvrir la bouche pour dire ce qu'on a à dire et faire valoir ce qu'on a à faire valoir, etc. La reconnaissance, c'est un moyen vraiment important, transversal, qui, quand on en prive quelqu'un, qui que ce soit, quel que soit son niveau d'éducation, quel que soit son domaine, son milieu socio-économique, quel que soit son niveau de responsabilité, parfois très très haut, si on retire la reconnaissance à quelqu'un, eh bien cette personne plonge. Son premier réflexe va être chercher à retrouver de la reconnaissance. Vous pouvez faire des tests, évitez de le faire trop souvent parce que c'est dur pour les personnes. Vous pouvez faire le test d'imaginer comment ce serait si on retirait la reconnaissance. C'est plus facile de l'imaginer que de le faire vraiment parce que ça ne fait souffrir personne. Mais retirer la reconnaissance à qui que ce soit, y compris à vous-même, et
vous verrez à quel point c'est important. Eh bien, un jeune qui est dans la rue ou qui est dans un hall d'immeuble et qui embête toutes les personnes qui habitent dans cet immeuble, on peut faire une hypothèse assez solide selon laquelle il cherche lui aussi de la reconnaissance. Il le fait d'une manière maladroite, mais il le cherche. Et donc ses besoins, il met sa priorité à lui, son temps, ses ressources, à obtenir sa reconnaissance. Il a un peu d'argent parce qu'il a eu un petit contrat, etc. Il va chercher à tuner sa voiture avec des béquets, une peinture métallisée, une musique qui fait boum boum bien fort qu'on entend à 3 km à la ronde. Voilà, il va mettre le peu de ressources qu'il a pour chercher à capter l'attention, à montrer qu'il existe, etc. Et c'est ça son moteur. Voilà, il y en a d'autres que la reconnaissance, mais c'est un moteur central. Et si quelqu'un va lui dire, écoute, t'as pas de temps à perdre à ça, viens plutôt faire ce que je te demande de faire, parfois même sous la contrainte, eh bien il va résister, parce que pour son organisme, pour son système cognitif, ça veut dire qu'il n'aura plus le temps et la possibilité de chercher cette chose si importante pour lui qui est la reconnaissance. On lui demande de s'éparpiller sur autre chose, il ne voit pas lui en quoi ça va lui apporter de la reconnaissance. Et même souvent, ça va lui en retirer. Parce que la personne qui vient lui dire ça, eh bien, le prend, il va le percevoir comme ça, le prend de haut, lui parle comme un père parlerait à son fils, par exemple. Et lui, il n'en est pas là, il veut montrer qu'il existe en tant que tel, il veut montrer qu'il a une personnalité, il veut montrer que, voilà, tout ça pour obtenir de la reconnaissance. Donc si quelqu'un le prend de haut et lui parle comme un enfant, ou comme quelqu'un d'irresponsable, eh bien, ça... Non seulement ça ne lui apporte pas de la reconnaissance, mais ça viole son besoin de reconnaissance. Lui, il sent que sa jauge de reconnaissance est en train de baisser. Et donc, il va résister d'autant plus. Voilà. Il y a des mécaniques à comprendre sur la résistance. Et ces mécaniques sont les mêmes à comprendre que celles qui vont permettre de remobiliser un élève sur les mathématiques ou l'histoire géo. Ou de remobiliser un salarié sur ses fonctions dans une entreprise. Voilà. C'est important de trouver comment à travers la façon dont on va communiquer le projet, parfois même la façon dont on va chercher à rendre les gens participants de la définition du projet, mais ce n'est pas toujours possible, mais au moins la façon de communiquer le projet. Dans cette façon-là, on doit nécessairement, méthodologiquement, trouver un moyen de faire en sorte que la personne, le bénéficiaire, trouve comment ce projet va nourrir ses besoins centraux. Sans quoi, on pourra se plaindre qu'il résiste, qu'il n'est pas content, qu'il fuit. Ce ne sera que le fruit de la non prise en considération de ce principe de base. Voilà. On ne peut impliquer quelqu'un que s'il se sent lui-même impliqué, et il ne se sent impliqué que s'il trouve sa place dans quelque chose, et il ne va trouver sa place dans quelque chose que s'il est capable de, sinon comprendre intellectuellement, au moins ressentir le lien entre ce quelque chose et la nourriture de ses propres besoins, qui sont ses propres priorités. Voilà. Quand on a compris cette logique, alors on peut bâtir des projets autour de ça. Et ça fait la différence entre des projets qui fonctionnent et des projets qui ne fonctionnent pas.